En 2 ans, avec 4 élections, on a vu beaucoup de nouvelles têtes, de nouveaux visages qui apparaissent et qui disparaissent tout de suite, certains n'ayant même pas eu le temps de siéger entre les 2 premières élections en 2019. Alors cette fois-ci, en fait, il y a 3 partis qui ont fait rentrer des nouveaux visages. Michael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin en ce surlendemain d'élection. Les résultats commencent à se décanter. Ils ne sont pas tout à fait définitifs, pas encore définitifs. Il faudra être patient à ce niveau-là. Alors, quelles sont les grandes tendances que l'on peut voir se dessiner dans cette 24e Knesset ? Alors en fait, à chaque Knesset, on voit un certain nombre de gens d'élus qui quittent la Knesset. Alors on le sait, certains avaient annoncé qu'ils se retiraient et ne se présentaient pas pour ces élections, notamment un parti travailliste, Amir Peretz, Itzik Shmouly, qui sont toujours ministres, mais aussi la plupart des ténors de bleu-blanc et se sont pas présentés. Gabi Ashkenazi, Bogi Ya'alon à Yesh Atid, la ministre de la diaspora Omer Yankelevitch, Miki Chaïmovitch, et toutes sortes d'autres personnalités qui, certains, ont à peine eu le temps de faire 1 an à la Knesset et qu'on ne verra pas la 24e Knesset. Néanmoins, c'est l'occasion, Michael, de rappeler que l'actuel gouvernement comporte des ministres du parti bleu-blanc, qui est aujourd'hui de facto dans l'opposition. Alors tout à fait. Alors, on ne sait pas combien de temps cette situation va durer, puisque jusqu'à la formation d'un gouvernement, c'est au moins un mois, enfin un mois, 5 semaines, puisqu'il faut encore après les résultats, que le président désigne un candidat et que ce candidat a 28 jours, qui peuvent être prolongés encore de 14 jours. Pendant toutes ces semaines, on peut se demander si le parti bleu-blanc va rester dans le gouvernement, si Netanyahou va décider de se séparer d'eux, parce que lui, il reste Premier ministre jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, quel que soit le candidat désigné par le président Rivlin. Donc, il peut y avoir encore beaucoup de changements, à la fois au gouvernement et bien entendu sur les bancs de la Knesset. Alors, les principaux changements à la Knesset, et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir des nouvelles têtes arriver. Alors, en 2 ans, avec 4 élections, on a vu beaucoup de nouvelles têtes, de nouveaux visages qui apparaissent et qui disparaissent tout de suite, certains n'ayant même pas eu le temps de siéger entre les 2 premières élections en 2019. Alors cette fois-ci, en fait, il y a 3 partis qui ont fait rentrer des nouveaux visages. C'est Yamina, avec 4 nouveaux élus, a priori toujours selon les résultats actuels de ce matin. Donc on a Alon Davidi, qui est le maire de Sderot, Amichai Shikli, qui est un des fondateurs d'un institut prémilitaire d'il y a une dizaine d'années qui s'occupe de leadership sioniste. Amichai Shikli, dont on peut noter d'ailleurs qu'il est fils d'un Olé de France. Et pour la petite histoire. Voilà. Et il y a Nir Orbar, qui était l'ancien directeur du parti Foyer Juif, qui a quitté Bezalel Smotrich pour rejoindre Yamina et Naftali Bennett, et Avi Kara, dont on a parlé, qui avait fondé cette année ce mouvement des indépendants, les Shulmanim, pour défendre les intérêts des Shulmanim, donc des indépendants, travailleurs indépendants face à la crise du corona. Deuxième parti, et c'est le sionisme religieux, le parti de Bezalel Smotrich, dont on se souvient qu'ils étaient unis, Naftali Bennett et Bezalel Smotrich sur la même liste. Cette fois-ci, sur la liste de Smotrich, également 4 nouveaux visages. Michal Waldiger, qui est avocate et qui a dirigé l'association Batami, qui s'occupait du Shirut Leumi. Itamar Ben-Gvir, dont on a beaucoup parlé, et dont l'entrée à la Knesset fait beaucoup de bruit en Israël et à l'étranger. Le dirigeant donc du parti Otzma Yehudit, qui rentre pour la première fois à la Knesset. L'avocat Simcha Rothman, dont on risque d'entendre beaucoup parler, parce que c'est un avocat dont le credo est la lutte contre le pouvoir important de Bagatz de la Cour suprême. Et Avi Maoz, du petit parti Noam, dont on a aussi parlé sur les ondes, petit parti qui lui aussi apparaît pour la première fois à la Knesset. Notons aussi que le retour d'une revenante, l'ancienne députée Orit Strok,
qui revient normalement à la Knesset. Bien que Michael, vous le savez probablement, puisque vous suivez les dessous de la Knesset ou les couloirs dans les couloirs de la Knesset, elle n'a jamais vraiment quitté la Knesset parce qu'elle était toujours très présente dans cette Knesset, même sans être députée. Elle a été brièvement députée, mais elle est lobbyiste, en fait. Elle s'occupe beaucoup de la Jdoula, du lobby, pour Eretz Israël, et donc elle est en effet tous les jours à la Knesset. Et le troisième parti qui fait rentrer beaucoup de monde, quasiment que des nouvelles têtes, c'est le Parti travailliste, avec cette réussite pour le Parti travailliste qu'on imaginait disparaître de la scène politique il y a quelques mois encore, qui pour l'instant a 7 sièges, et avec 7 sièges, l'apparition de Émilie Moatti, numéro 3, qui est francophone, on parlera. Elle est francophone, tout à fait. Elle a accordé une interview à Kalita, d'ailleurs. Tout à fait, les deux parents au Lim de Tunisie. Et il y a donc Gilad Kariv. Alors ça aussi, c'est une nouveauté. Gilad Kariv est rabbin libéral, du mouvement libéral. Et c'est la première fois aussi qu'un représentant de ce mouvement entre à la Knesset. Et il y a Efrat Reiten, qui est connue en Israël. Elle a été actrice, elle a été présentatrice de télévision, elle est avocate, elle est militante politique depuis quelques années. Et celle dont on a aussi parlé durant la campagne, Abdissam Marana, qui est donc une professeure de cinéma arabe israélienne, réalisatrice, et qui a eu des déclarations plus que controversées, qui ont porté atteinte, disons, à l'image du Parti travailliste, mais qui finalement, on l'a vu, n'ont pas empêché le Parti travailliste d'obtenir un relativement bon score. Évidemment, 7, c'est un bon score, mais par rapport aux chiffres historiques du Parti travailliste, ça reste assez limité. Alors sinon, il y a 2 nouveaux élus à Yesh Atid qui sont pas très connus, Ron Katz et Nira Sprek. Et sur la liste du Likoud, une figure, le numéro 10, qui a été placée par Benjamin Netanyahou, la journaliste Galit Distal Adbarian, qui est nouvelle, et qu'on a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux depuis le début de la campagne. C'est une éditorialiste assez connue, très à droite, et qui a un appui pour Netanyahou important. On peut noter que si le parti de Gideon Sa'ar, Tikva Hadasha, conserve ses 6 sièges, qui sont les résultats encore ce matin, on verra aussi le retour de Benny Begin, qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années à la Knesset. Alors, est-ce que on peut déjà savoir combien il y a de femmes et d'hommes à la Knesset? Est-ce que à nouveau les femmes sont, ça semble évident, sont en minorité très nette, mais est-ce qu'il y en a moins que pendant la 23e Knesset? Alors non. En fait, ça a beaucoup changé la 23e Knesset, parce qu'il y a eu beaucoup de démissions, de départs, d'arrivées, mais on reste dans les mêmes chiffres, c'est-à-dire entre 29 et 30 femmes à la Knesset. Alors évidemment, ça reste très très limité, mais il y a certains partis ont mis beaucoup de femmes. On sait que Merav Michaeli au Parti travailliste a voulu qu'il y ait une parité totale. Meretz en général a aussi une parité dans le nombre de femmes. Enfin, Meretz qui ce matin est descendu à 4 mandats, donc il y a 2 femmes sur les 4 élus. Notons que les partis religieux, évidemment, on le sait, n'ont pas de femmes candidates, mais le parti Tzionut Dati, sionisme religieux, à qui on reproche beaucoup de choses pour ses idées radicales, a quand même 2 femmes, on l'a dit, Orit Strok, mais aussi, je me souviens plus là maintenant, qui est la 2e femme sur cette liste, mais c'est pas une liste misogyne. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais les femmes ont leur place quand même sur cette liste. Alors, que peut-on dire également donc sur la composition? Est-ce qu'on peut déjà savoir si, par exemple, il y a aussi au niveau des répartitions communautaires, comme on dit, plus de Sfarad, plus d'Ashkenaz, ou c'est trop difficile à déterminer dans ce contexte? J'ai pas fait le compte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la première Knesset, par exemple, on comptait le nombre de nouveaux immigrants, le nombre de personnes arrivées de l'étranger, et que si, dans la première Knesset, l'immense majorité, à l'époque, 80 députés sur 120, étaient nés dans un autre pays qu'en Israël, que sur la terre d'Israël, aujourd'hui, on est plutôt dans les 20
sur 120 qui sont nés à l'étranger. Et évidemment, il y a beaucoup d'enfants d'immigrés de pays ashkénazes ou de pays séfarades, et on sait qu'au fil des années, ça sans faire le compte, on le voit, il y a de plus en plus de députés d'origine séfarade, mais ça joue plus nécessairement comme ça a joué dans les années 50, 60, où disons l'appartenance à une communauté et jouait un rôle important, notamment pendant les campagnes où les partis disaient voilà, on a un séfarade, on a un juif irakien, un juif yéménite qui va représenter ces communautés. Ça n'existe plus, à part pour le parti Chasse, évidemment, où tous les élus sont d'origine séfarade. Mais ce qu'on peut noter, c'est l'appartenance religieuse. Parce que si on fait le compte des kippotes à la Knesset, alors on sait que dans le pays, il y a environ 20% de religieux officiellement. Orthodoxe, oui. Voilà, entre les 12% de Haredim et encore 10% de sionistes religieux, on devrait avoir donc à la Knesset à peu près 25 députés portant la kippa. Or, on est à plus de 33, c'est-à-dire que les partis religieux se sont renforcés. On sait Shas, Yadut HaTorah et la Tzionut Hadatit, où tous les députés sont religieux, avec en tout donc 22 élus sur des listes religieuses, mais il y a des religieux sur d'autres listes, au Likoud, à Yamina, bien entendu, Zev Elkin sur la liste de Tikva Hadasha, 2 personnes au Likoud, et peut-être étonnamment pour certains, mais sur la liste de Benny Gantz, sur les 8 élus actuellement, résultat de ce matin, 3 personnes s'affirment religieuses, on va dire portent la kippa, puisque deux d'entre elles sont des femmes, les 2 ministres actuels, Orit Farkasha-Cohen et Pnina Tamano-Shata, qui sont officiellement en tout cas Shomrot Shabbat, ainsi que le ministre de la Culture et des Sports, Hili Troper. Alors, quelques informations importantes. Cette 24e Knesset ne va pas attendre la formation du gouvernement. Elle va se réunir très rapidement. Quand est-ce quel jour on assistera à la séance inaugurale de la 24e Knesset? C'est prévu pour quand? Alors, c'est pas tout de suite, puisque la Knesset est en vacances, les congés de Pessah, et que, donc, normalement, ça se fera une semaine après Pessah, si je me trompe pas. Peut-être même, je crois très rapidement, le 2 jours après Pessah. Il faut déjà que les résultats officiels soient donnés, donc ça va prendre un peu de temps, et à ce moment-là, on pourra savoir si cette Knesset va conserver, par exemple, le poste de président du Parlement, Yariv Levin du Likoud, ou si cette Knesset peut décider, les anti-Bibi peuvent décider de s'unir, à défaut de pouvoir s'unir dans une coalition pour former un gouvernement, ils peuvent s'unir pour changer le président du Parlement. On se rappelle que c'est ce qui est arrivé dans la Knesset précédente, quand Benny Gantz a été brièvement président du Parlement. Donc, est-ce qu'il va y avoir des changements aussi dans la composition un président du Parlement, dans la composition des commissions, ça reste à voir selon les discussions qu'il y aura entre les différents chefs des partis dans les jours, dans les semaines qui vont venir. La pause de Pessah est une pause de la Knesset qui est habituelle normalement jusque mi-mai, c'est les vacances. Mais néanmoins, à cause des élections, ils devraient au moins se réunir au moins dans les couloirs pour pouvoir décider de la poursuite du travail parlementaire. Alors, on a beaucoup parlé du parti Raham depuis 24 heures, du fait qu'il ait passé le seuil d'éligibilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette formation qui, en fait, détient aujourd'hui pas mal d'atouts pour déterminer qui sera le prochain Premier ministre, de quelle formation sera formée la coalition gouvernementale ? Alors, Raham était une formation islamiste. Alors, on sait que le mouvement islamiste en Israël est divisé en 2 branches. Une branche, la branche nord, la branche sud. La branche nord refusant de participer au jeu électoral, sont un peu les Neturei-Karta du mouvement islamiste, c'est-à-dire qui s'opposent à l'État d'Israël. C'est la branche de Raed Salah. Voilà. Donc, on sait que ces dirigeants ont été, notamment Raed Salah, accusés et condamnés pour incitation à la haine, pour appel à la violence.
et l'autre branche qui cherche à s'intégrer à la société israélienne, et c'est celle de Mansour Abbas. Alors, ils ont fait partie de la liste unie des partis arabes, mais ces derniers temps, on le sait, à la dernière Knesset, Ra'am a fait un rapprochement avec le Likoud. Ils étaient déjà divisés lors des premières élections de la crise, c'est-à-dire en avril de 2019, ils étaient séparés des autres partis. Exactement. En fait, il y a des on a tendance à mettre dans un même panier tous les partis arabes, mais il y a des différences énormes entre des partis ultra-laïques, dont notamment Balad, et ce parti islamiste, qui en fait d'ailleurs s'appelle la liste arabe unie, donc on préfère les dire Ra'am pour pas les confondre avec la liste unie des partis arabes, qui n'est pas très différent. Mais aujourd'hui, Mansour Abbas s'affiche comme voulant s'intégrer à la société israélienne. Alors, la comparaison s'impose peut-être avec les partis ultra-orthodoxes juifs, ce besoin d'affirmer son identité à la fois au sein de du secteur de la population qui représente, mais aussi ce besoin de plus en plus important de s'intégrer à la société israélienne, d'obtenir des budgets pour leur population et de ne pas être uniquement les porte-parole de la cause palestinienne ou d'autres causes, mais principalement de se tourner vers leurs citoyens, vers les citoyens arabes israéliens, leur dire avec nous, vous pourrez obtenir plus de budget, la lutte contre la criminalité, des budgets plus importants pour le développement des villes arabes. Et apparemment, le pari de Mansour Abbas a marché parce que ces dernières années, la tendance était un regroupement des listes arabes. On l'a vu, cette réussite de 15 élus pour les partis arabes qui a fait de ce parti la troisième force politique du pays et qui aujourd'hui se retrouve affaibli avec 6 sièges, alors que de l'autre côté, 4 sièges pour une formation qui s'affiche donc islamiste, mais qui a, n'oublions pas, en numéro 2 au lieu de Mansour Abbas, l'ancien maire de Sartnin, l'homme qui a développé le club de foot de Sartnin, qui a été dans le passé vainqueur de la Coupe d'Israël, un homme qui a créé une équipe de foot qui est un symbole un des symboles de l'intégration. Exactement, avec des joueurs juifs et arabes, un club qui fait partie déjà de l'histoire du football israélien, et c'est aussi un des symboles de cette équipe, et c'est ce qui a permis d'obtenir des voix à la fois dans Sartnin, dans le leader, chez les musulmans arabes israéliens dans le nord, mais aussi dans le sud, les Bédouins. C'est que la ville de Rahat, la grande ville bédouine du Negev, a voté majoritairement pour la liste de Mansour Abbas. Eh bien, Michael Blum, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On aurait pu en discuter encore pendant longtemps avec vous, mais on va en laisser pour la semaine prochaine. Il y aura certainement des coulisses et des indiscrétions à obtenir durant cette semaine de post-électorale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, et ça nous permet l'occasion de vous souhaiter également Chag Kasher V'Sameach, une bonne fête de Pessah. Merci Daniel, Chag Sameach à vous et aux auditeurs.